Bonjour à tous et bienvenue dans Micmath pour ce deuxième épisode de cette série de vidéos consacrée à la quatrième dimension. Alors si vous n'avez pas vu le premier épisode, c'est par ici. Dans cette vidéo, comme je vous l'avais annoncé, nous allons voir comment donner des représentations de la quatrième dimension. Alors évidemment, ce ne seront que des représentations partielles, puisque notre monde est en 3D, mais des représentations partielles qui, quand on les accumule, permettent quand même petit à petit de se faire une intuition de ce qui se passe en 4D. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une petite mise au point sur une phrase que l'on entend beaucoup dès que l'on parle de la quatrième dimension. On entend beaucoup dire que la quatrième dimension, c'est le temps. Cette idée-là, elle vient des sciences physiques où effectivement, dans de nombreux modèles, on considère l'espace-temps dans son ensemble comme un objet de dimension 4. Dans ce cas-là, la direction anakata que l'on avait vue dans la vidéo précédente est simplement remplacée par la direction temporelle dont les deux sens sont le passé et le futur. Cette représentation de l'espace-temps en 4 dimensions, on y reviendra très précisément dans les vidéos sur la relativité. Cependant, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la phrase « la quatrième dimension, c'est le temps » n'a en réalité pas vraiment de sens. Ce que l'on peut dire, c'est que les modèles géométriques en 4 dimensions permettent de modéliser l'espace-temps, mais ils permettent de modéliser des tas d'autres choses et des tas d'autres phénomènes. On peut par exemple faire la comparaison avec les nombres. Si vous avez des pommes, vous pouvez les compter et dire par exemple ici on a 7 pommes. Mais c'est pas pour autant que ça aurait du sens de dire que dans l'absolu, 7 c'est des pommes. Non, 7 c'est juste un nombre qui permet de compter des pommes, mais compter n'importe quel autre objet et qui peut servir à des tas d'autres choses. Donc dire 7 c'est des pommes, ça n'a pas vraiment de sens. Et bien de la même façon, dire la quatrième dimension c'est le temps, ça n'a pas vraiment de sens. Bref, dans la suite, nous allons donc nous en tenir à la définition que nous avions donnée dans le premier épisode d'un espace en 4 dimensions dans lequel il y a 4 directions indépendantes mais qui sont de même nature, en l'occurrence 4 directions spatiales. Il n'y aura pas de temps qui interviendra dans ce que nous allons dire. Venons-en maintenant au cœur de notre sujet, je vais vous montrer 3 différentes manières de représenter des objets en 4 dimensions. Pour produire des représentations d'objets en 4 dimensions, il existe une analogie très efficace qui consiste à se demander comment ferions-nous pour expliquer la 3e dimension, la nôtre donc, à des créatures de dimension 2, des créatures qui seraient parfaitement plates et qui vivraient en permanence dans un plan. Imaginons donc que nous ayons face à nous une créature en 2 dimensions qui vit dans son plan, qui peut se déplacer selon seulement 2 directions, par exemple gauche-droite et haut-bas, et que, à cette créature, nous voulions expliquer ce que c'est qu'une sphère, c'est-à-dire un objet en 3 dimensions qu'elle n'a jamais vu. Une des premières idées que l'on peut avoir consiste tout simplement à prendre la sphère et à la mettre dans le champ de vision de cette créature, c'est-à-dire à la placer à travers le plan dans lequel elle vit. Mais si on fait cela, la créature ne va en réalité pas voir la sphère en entier, mais va simplement voir la tranche de la sphère qui se trouve à l'intérieur de son plan. Autrement dit, elle va simplement voir un cercle. L'équivalent d'une sphère en dimension 4, c'est ce que l'on appelle une hypersphère. Et d'après ce que l'on vient de voir, eh bien, si jamais une hypersphère de dimension 4 donc, venait se placer à travers notre espace en dimension 3, eh bien, ce que l'on verrait, ce serait tout simplement une sphère, une simple sphère classique. Mais il faudrait pourtant se dire que cette sphère que nous voyons n'est pas l'hypersphère dans son ensemble, mais n'est qu'une simple tranche de l'hypersphère, et que l'hypersphère dans son ensemble possède aussi d'autres couches qui se trouvent dans la direction d'Ana et de Kata. Pour pouvoir voir successivement toutes les couches de l'hypersphère, eh bien, il faudrait que cette hypersphère se déplace à travers notre espace. De la même manière, si l'on voulait que notre créature bidimensionnelle voie toutes les couches successives de la sphère, eh bien, il faudrait prendre cette sphère et lui faire traverser son plan petit à petit. Dans ce cas-là, que verrait la créature bidimensionnelle? Eh bien, elle verrait au début un tout petit cercle qui se crée, puis qui s'agrandit, 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 jusqu'à atteindre une taille maximum qui correspond à l'équateur de la sphère en 3 dimensions, puis ce cercle maximum se mettrait à rétrécir petit à petit jusqu'à disparaître complètement. Eh bien, de la même manière, si une hypersphère de dimension 4 venait à traverser notre espace, eh bien, nous verrions ceci.
les couches successives de l'hypersphère qui apparaissent, en commençant par une toute petite sphère qui s'agrandit, 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 jusqu'à atteindre l'équateur de l'hypersphère qui consiste en cette grande sphère, puis qui diminue, 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 jusqu'à disparaître complètement. En faisant cela, nous pouvons maintenant dire que nous venons de voir toute l'hypersphère, seulement nous ne l'avons pas vue tout d'un coup, mais simplement tranche par tranche. Et évidemment, ce même principe peut se reproduire avec des tas d'autres figures géométriques. Si par exemple vous voulez expliquer à notre créature bidimensionnelle ce qu'est un cube, eh bien vous prenez le cube et vous lui faites traverser son plan. Dans ce cas-là, que voit-elle? Eh bien elle voit un carré qui apparaît subitement, comme ceci, puis le carré semble rester stable puisque toutes les couches du cube sont égales et sont des carrés, puis ce carré disparaît également subitement. De la même manière, si un hypercube qui est l'équivalent du cube en 4 dimensions, venait à traverser notre espace, eh bien nous verrions ceci. Voilà un hypercube qui vient de passer. Si on y réfléchit un petit peu plus précisément, en réalité on se rend compte que ce que l'on voit défiler quand on fait passer un hypercube à travers notre espace dépend de l'orientation avec laquelle cet hypercube arrive. Si on reprend le cas du cube que l'on fait passer à travers du plan de notre créature bidimensionnelle, eh bien la créature bidimensionnelle ne verra pas la même chose selon que le cube arrive bien droit ou qu'il arrive en diagonale. Quand il arrive bien droit, on a vu qu'on voyait simplement un carré qui ne bouge pas. Mais si on le fait arriver en diagonale, cette fois on voit quelque chose de beaucoup plus bizarre. On voit apparaître un triangle qui se transforme en hexagone puis qui redevient un triangle avant de disparaître. Et bien de la même manière, si on fait traverser un hypercube en diagonale dans notre espace, eh bien on voit ceci. Ce qui pour le coup est quand même beaucoup plus bizarre et étrange à comprendre. L'hypercube est sûrement une des figures géométriques les plus célèbres de la 4e dimension, et d'ailleurs nous y consacrerons à la fin de cette série une vidéo tout entière pour bien comprendre la géométrie de l'hypercube. Bien, maintenant je vous propose un petit jeu. Nous allons voir traverser ici notre espace des figures géométriques de dimension 4, et vous allez devoir essayer de deviner quelles sont ces figures, autrement dit à quoi elles correspondent en dimension 3. Première figure, la voilà. Alors, vous avez deviné? Eh bien, c'était tout simplement un hypercylindre, autrement dit l'équivalent en 4D d'un cylindre. Nous avons vu apparaître brutalement une sphère qui est restée identique pendant toute sa traversée, autrement dit toutes les couches de cette figure en 4 dimensions sont les mêmes, et puis disparaître brutalement. Il se passe exactement la même chose si on fait passer un cylindre devant notre créature bidimensionnelle. Elle voit apparaître brutalement un cercle, ce cercle reste identique à lui-même pendant toute la traversée, puis disparaît brutalement. En voici un autre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était cette fois un hypercône, l'équivalent du cône. En effet, regardez ce qui se passe si on fait traverser un cône devant notre créature bidimensionnelle. Eh bien, quand la pointe arrive, on voit un cercle qui apparaît et qui s'agrandit de plus en plus. Et puis, dès qu'on arrive à la base du cône, eh bien, le grand cercle disparaît d'un seul coup. Bref, maintenant, à partir de ça, vous pouvez vous-même essayer d'imaginer de nouvelles figures géométriques en 4 dimensions en les décrivant à partir de leurs tranches tridimensionnelles successives. Alors cette méthode qui consiste à voir passer les objets quadridimensionnels à travers notre espace possède quand même un défaut, c'est qu'à aucun moment nous ne voyons les figures en 4 dimensions dans leur ensemble. Nous n'avons que des petites parties les unes après les autres. Une autre méthode pour représenter la 4e dimension consiste à dessiner ces figures en perspective. Si par exemple je vous montre cette image, vous voyez un cube. Et pourtant, l'écran sur lequel vous regardez cette vidéo est bien un écran plat, donc en réalité vous ne voyez pas vraiment un volume. Ce que vous voyez, c'est une représentation en 2 dimensions, une représentation plate d'un objet en 3 dimensions. Ce genre de représentation, vous y êtes tellement habitué que quand vous avez vu cette image, vous avez probablement instinctivement pensé à un objet en 3 dimensions sans même vous rendre compte que c'était une représentation en 2D. Si on décortique un peu cette image, on se rend compte que la face avant du cube ici est bien représentée par un carré, que la face arrière ici est bien aussi représentée par un carré, mais qu'en revanche, les faces intermédiaires, celles qui vont d'avant en arrière, ont été déformées et un peu aplaties. Elles ne sont pas représentées par des carrés, mais par des parallélogrammes. Et si on regarde les 4 arêtes du cube qui sont censées aller d'avant en arrière, eh bien on voit que sur cette représentation en perspective, elles vont en réalité en diagonale. Autrement dit, la perspective représente la dimension d'avant en arrière par des diagonales.
Quand on a compris ça, eh bien on est prêt pour essayer de tracer une représentation en perspective d'un hypercube. De la même manière qu'un cube est composé de 6 faces qui sont des carrés, eh bien un hypercube va être composé de plusieurs cellules qui sont des cubes. Les cellules, ce sont les composantes tridimensionnelles d'un objet en 4 dimensions. Alors en l'occurrence, l'hypercube va être composé de 8 cellules. Je ne vous l'explique pas maintenant, mais on y reviendra dans la vidéo consacrée à l'hypercube. Pour représenter un hypercube en perspective, nous allons donc commencer par représenter un cube, qui est la cellule de l'hypercube qui est la plus proche de nous. Puis on va dessiner un deuxième cube décalé par rapport au premier, mais il faut bien se représenter que ce deuxième cube, il n'est pas dans le même espace que le premier. Il va être en réalité décalé dans la direction anakata. Un peu de la même façon que dans la représentation du cube en perspective, eh bien la face avant et la face arrière ne sont pas dans le même plan. Il y en a un qui est plus à l'avant et l'autre qui est plus à l'arrière. Ici, nos deux cubes, il y en a un qui est plus vers le kata et l'autre qui est plus vers l'ana. Une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à relier nos deux cubes par les différentes arêtes qui suivent la direction anakata. Mais comme la direction anakata n'existe pas dans notre espace, eh bien de la même manière que pour le cube, nous avions représenté ces arêtes en diagonale, eh bien vous voyez que quand on relie ces différentes arêtes, eh bien elles sont elles aussi en diagonale dans l'espace tridimensionnel. Nous avons donc là une représentation en perspective d'un hypercube. Alors attention, j'insiste bien sur le fait qu'il s'agit d'une représentation en perspective d'un hypercube, parce qu'il existe des tas d'autres façons de représenter l'hypercube en perspective. C'est d'ailleurs exactement la même chose qui se passe pour les cubes. Toutes ces images-là représentent des cubes en perspective, mais des cubes vus selon différents points de vue. Autrement dit, la représentation en perspective d'un objet dépend du point de vue que l'on adopte. Et de la même manière, il existe plusieurs représentations en perspective d'un hypercube selon le point de vue adopté. Et voici là plusieurs cas possibles de représentation d'hypercube en perspective qui correspondent à différentes représentations en perspective du cube. Et pour aller plus loin, on peut même mettre les choses en mouvement et regarder ce que donnent les différentes perspectives de l'hypercube quand on le fait tourner sur lui-même. Si par exemple on fait ça avec un cube, eh bien on obtient ceci. Voici un cube qui tourne sur lui-même. Et voici à côté son équivalent en 4D, l'hypercube qui tourne sur lui-même. La méthode de la perspective permet de représenter toutes sortes de figures géométriques de la 4e dimension. On peut par exemple se demander à quoi ressemblerait une hyperpyramide, c'est-à-dire l'équivalent d'une pyramide en 4D. Commençons par adopter un point de vue très simple. Que voit-on si on regarde une pyramide classique en 3 dimensions vue de dessus? Eh bien, on voit sa base, par exemple ici sa base qui est de forme carrée, et son sommet, on le voit tout simplement au centre de la base et il relie les 4 sommets de la base. De la même manière, si on représente une hyperpyramide vue non plus du haut cette fois, mais de la 4e dimension, donc vue de l'ana ou vue du kata, selon le côté où on se trouve, eh bien nous allons voir d'abord sa base. Sa base, elle va avoir par exemple une forme cubique, et nous allons voir le sommet de la pyramide qui se trouve au centre du cube, comme ceci, et le sommet est relié aux 8 coins de la base. Si maintenant on adopte un point de vue un peu plus compliqué, on peut représenter notre pyramide en 3 dimensions comme ceci. On voit dans ce cas que la base, qui pourtant est toujours un carré, se retrouve aplatie et déformée du fait de la perspective, et le sommet, quant à lui, n'apparaît plus comme étant à l'intérieur de la base. Eh bien, si on adopte l'équivalent de ce point de vue pour notre hyperpyramide, eh bien, on voit de la même manière notre base qui s'aplatit et se déforme, et le sommet qui sort de la base pour aller au-dessus, et qui reste toujours relié à tous les coins de la base, comme ceci. Et encore une fois, il faut bien se dire que la base de la pyramide, même quand on la représente comme ceci, n'a pas changé. Le fait de la représenter d'un point de vue ou d'un autre ne change pas l'objet en lui-même. Autrement dit, la base de cette pyramide est toujours exactement un cube, même si on a l'impression de le voir déformé sous l'effet de la perspective. Alors voilà, je vous ai donné 2 exemples de ce que pouvaient être des représentations en perspective de figures de la 4e dimension, l'hypercube et la pyramide, mais bien entendu, vous pouvez en imaginer des tas d'autres, et d'ailleurs, si vous voulez vous faire une intuition de meilleur en meilleur de ce qu'est la 4e dimension, je vous encourage à essayer de manipuler un petit peu toutes ces notions dans votre esprit, et essayez vous aussi de voir à quoi peuvent ressembler des représentations en perspective d'autres figures en 4D que vous pouvez imaginer.
Nous allons maintenant passer à la troisième représentation de la quatrième dimension que je voulais vous expliquer dans cette vidéo, la représentation par un code couleur. Le principe de cette représentation est assez simple à comprendre, il consiste à utiliser une échelle de couleurs pour représenter la distance à laquelle se trouve l'objet dans la quatrième dimension. On peut par exemple utiliser cette échelle où l'on voit qu'un objet qui se trouve exactement dans notre espace va être représenté avec cette teinte de violet, tandis qu'un objet qui va se déplacer vers l'ana va devenir de plus en plus bleu, et un objet qui va se déplacer vers le kata va devenir de plus en plus rouge. De cette façon, cette sphère qui se trouve là peut bien se déplacer selon 4 directions indépendantes. Elle peut se déplacer de gauche à droite, d'avant en arrière, de haut en bas, mais aussi d'ana en kata. Et il faut bien comprendre que pour que deux objets soient au même endroit dans l'espace quadridimensionnel représenté de cette façon, il faut non seulement qu'ils soient au même endroit dans notre espace en 3D, mais également qu'ils soient de la même couleur, ce qui signifie qu'ils se trouvent bien au même endroit dans la quatrième direction. Par exemple, ces deux sphères ici, dont on a l'impression qu'elles se touchent, on a même l'impression qu'elles sont prises l'une dans l'autre, eh bien en réalité ne sont pas du tout en contact, puisque celle qui est bleue se situe à une certaine distance dans la direction de l'ana, tandis que celle qui est rouge se trouve à une certaine distance dans la direction du kata. Pour voir ce que l'on peut faire avec cette représentation, imaginons une petite expérience. Regardons cette boule qui se déplace de gauche à droite. Imaginons maintenant que nous mettions un petit obstacle comme ceci sur la trajectoire de la boule. Pour pouvoir aller de gauche à droite, la boule va donc devoir contourner l'obstacle. Et pour contourner l'obstacle, elle a plusieurs options. Par exemple, elle peut contourner l'obstacle en passant par-dessus, comme ceci. Elle peut aussi contourner l'obstacle en passant par devant, comme ceci. Mais une autre possibilité consiste à contourner l'obstacle en passant par l'ana, comme ceci. En regardant cette figure, on a eu l'impression que la boule était passée à travers l'obstacle, mais non, puisque au moment où elle se trouvait au même endroit que l'obstacle, elle n'était pas de la même couleur. Donc en réalité, elle s'était déplacée vers l'ana. Et cette trajectoire-là, où on a l'impression que la balle passe à travers l'obstacle, est en réalité un équivalent exact des deux trajectoires que l'on a vues avant, où elle passait par-dessus ou sur le côté. C'est exactement la même forme de trajectoire, mais simplement interprétée avec le code couleur. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour l'instant sur la représentation avec ce code couleur, mais vous allez voir qu'elle nous sera très utile dès la prochaine vidéo qui sera consacrée à décrire toutes sortes de phénomènes très étranges qui peuvent se produire dans la quatrième dimension alors qu'ils ne sont pas possibles dans la troisième dimension. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à en parler et à la partager autour de vous. Comme je viens de vous le dire, le prochain épisode sera consacré à une description de plein de phénomènes très étranges qui se produisent en 4 dimensions. En attendant, vous pouvez me suivre sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines nouveautés de Micmat, vous pouvez également me soutenir sur Tipeee, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.